Et je crois que ça joue, et qui fait que cette islamophobie, vous allez la retrouver dans des endroits où les Arabes, il y a beaucoup de musulmans, mais il n'y a pas d'Arabes. Donc il y a quand même une unification. En plus, ça donne un grand récit facile à comprendre. C'est aujourd'hui, vous avez quand même l'idée, et ça c'est un récit qu'on entend beaucoup, je trouve, dans le monde anglo-saxon. L'Europe est un continent qui est en train d'être envahi par les musulmans et qui est en train de changer de nature. C'est sa culture qui est en train de changer. C'est pas une menace. C'est l'Eurabia. Oui, c'est l'Eurabia. C'est pas la menace terroriste tellement qui est importante. Ils sont en train de changer les mœurs, ils sont en train de devenir majoritaires. Et je me souviens, bon, à l'époque, en 1900, j'ai retrouvé une couverture du Figaro Magazine de 1995 à 85 sur, en 2015, comment sera la France, et on voyait Marianne avec le foulard. On a 5 ans. À l'époque, bon, aujourd'hui c'est devenu un discours relativement banal. Nabila, Simon, justement, sur ce que dit Alain Grèche, sur cette vision qu'ont les anglo-saxons d'une Europe de plus en plus arabe ou musulmane. Déjà, vous parliez précédemment de la ferveur religieuse et de sa visibilité. C'est vrai qu'on voit par exemple des musulmans prier dans la rue, notamment pour la prière du vendredi, ça peut effrayer certaines personnes, mais ça vient aussi du fait que la République n'accommode pas ces musulmans. Il n'y a pas de lieu de prière décent pour accueillir justement ces musulmans et pour qu'ils soient moins visibles, entre guillemets, qu'ils puissent pratiquer leur religion de manière confidentielle, finalement. Confidentielle et décente, et avec dignité. Simon? L'idée de l'Eurabie est très très forte aux États-Unis, pas ici en Europe parce que les musulmans n'ont pas gagné, mais aux États-Unis, j'écris pour le Financial Times, nous avons beaucoup de lecteurs américains, et les lecteurs nous ont dit, il y a 2-3 ans, il y a une Eurabie à l'Europe et vous n'écrivez pas dans votre journal. Je lis votre journal et vous ne parlez jamais d'Eurabie, pourquoi pas? Et puis on a écrit une série, on a dit ça n'existe pas, l'Eurabie, et les lecteurs étaient très surpris. Et maintenant, dans la figure d'Obama, il y a un nouveau discours. C'est Obama qui est musulman et qui a conquis tout seul les États-Unis. Donc, on a l'Eurabie déjà ici et puis aussi aux États-Unis. Dans les sondages, 18% des Américains aujourd'hui croient que Barack Obama est musulman, dont 30% des électeurs républicains. Voilà, et maintenant on parle beaucoup, c'est la grande histoire aux États-Unis, une mosquée à New York, et c'est vraiment... À 2 rues de Guangzhou. Oui, mais c'est comme vous avez dit, c'est un fait divers. Il y a une nouvelle mosquée à New York, il n'y a rien à dire. Mais c'est la grande nouvelle là-bas parce que c'est un symbole de l'Eurabie aux États-Unis. Jean? Et moi je me demande si effectivement là c'est pas une manière de focaliser une peur diffuse. Bon, une peur diffuse qui vient qu'on ne peut plus avoir la même croyance, disons, dans le progrès, dans la conjonction des progrès qu'autrefois. Donc que l'avenir est devenu incertain, le réchauffement climatique, tout ça. Et bon, mais ça, le réchauffement climatique, qui est responsable? Tout le monde, donc personne. Bon. Tandis que là, si on commence à faire un peu clash des civilisations, guerre des civilisations, là on va focaliser un adversaire, et effectivement, le focaliser comme musulman, c'est plus facile, disons, au niveau d'un grand récit dont on parlait, que de le focaliser par telle ou telle origine ethnique, et ça semble relever plus d'une critique de la religion qui est normale, etc. Bon. Moi, au moment, par exemple, des caricatures de Mahomet, j'ai dit aux gens, mais si ça avait été De Gaulle qui avait été visé plutôt que Mahomet, si ça avait été Jaurès qui avait été visé plutôt que Mahomet, et là, les gens ont commencé à dire, ah ben oui, il y a des limites quand même, etc. Bon, vous n'exagérez pas, je ne crois pas que les Français seraient descendus dans la rue pour empêcher qu'on caricature De Gaulle ou Mahomet. Jaurès, ça dépend, enfin ça dépend de qui, hein, ça dépend de qui. Si on avait dit par exemple que Jean Jaurès avait en fait été un traître et qu'il était vendu aux Allemands, je pense qu'on aurait beaucoup de réactions chez nos amis socialistes. Bon. Si vous voulez, un leader religieux, ça apparaît quand même pas tout à fait pareil qu'un leader ethnique ou quelqu'un qu'on attaque à cause de sa race ou pour d'autres raisons. Moi je crois qu'il y a vraiment une difficulté. Par exemple, on parle beaucoup de l'hôpital et voilà, de problèmes de laïcité qu'il y aurait à l'hôpital, etc. Mais en fait, il y a un problème général à l'hôpital, c'est qu'on admet maintenant que les malades ont des droits, alors que pendant des siècles, quand l'hôpital s'est constitué comme institution moderne,
les malades n'avaient pas de droit à l'hôpital. Et ça, effectivement, c'est plus perturbant, disons, pour quelqu'un qui travaille à l'hôpital au niveau fonctionnel, de tenir compte des droits des malades, donc c'est plus difficile. Et c'est plus facile de focaliser ça en disant il y a des atteintes à la laïcité à l'hôpital, ça permet d'évacuer le problème. Bon, moi j'étais à la commission Stasi, ça a été merveilleux. À la commission Stasi, on n'a pas voulu poser le problème justement du fait que depuis 2002, il y a une loi qui reconnaît des droits aux malades à l'hôpital. On a parlé uniquement, on a voulu parler uniquement des atteintes à la laïcité à l'hôpital. C'est une manière complètement réductrice de parler du problème. Et c'est focaliser encore une fois sur un bouc émissaire, un problème qui est une nouveauté, qui crée effectivement une difficulté. C'est plus difficile pour l'institution de fonctionner en ayant un pouvoir avec les autres qu'en ayant un pouvoir sur les autres. Et maintenant, il faut avoir un pouvoir avec. Et au niveau de la globalisation, c'est ça. Il faut que l'Occident ait un pouvoir avec le reste du monde et pas sur le reste du monde. Qui dit religion, dit culture, dit mode de vie, dit valeurs, éventuellement différentes, dit esthétique même. On a parlé du voile, on parle constamment, là ça devient nouveau, de la polygamie, ça va revenir. Au moment où il y a eu ce fameux référendum en Suisse, qui a interdit la construction de minarets, les médias français, pratiquement dans leur ensemble, ont laissé entendre que les Suisses étaient devenus racistes. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Personne n'a voulu penser que les Suisses avaient peut-être simplement interdit la construction de minarets par respect pour leur propre paysage, uniquement par esthétique. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, le paysage suisse, il y a des clochers, ou je ne sais pas quoi, des chalets en bois avec des toits comme ça, et il n'y a pas de minaret. Là, immédiatement, les médias français ont crié à l'intolérance religieuse, à l'islamophobie. Est-ce que finalement, dans notre propre islamophobie, il n'y a pas aussi une peur esthétique, une peur culturelle? Comme vous savez, quand on a construit la Tour Eiffel, il y a eu une peur esthétique en disant ça va déformer le visage de la capitale, et des gens voulaient la détruire après. Aujourd'hui, c'est devenu le symbole de Paris et de la France. Vous savez, les choses évoluent. Je ne pense pas à la campagne qui a été menée en Suisse n'a pas été menée sur l'esthétique, sur le fait qu'il ne fallait pas que les minarets soient trop hauts, comme le fait qu'il ne faut pas que les bâtiments soient trop hauts. Elle a été menée vraiment avec des thèmes qui concernaient... La campagne, mais le fait que les Suisses ont voté, je vous rappelle que personne ne s'attendait à ce résultat. Enfin, je dirais non. Il faut voir comment la question est posée. Et là, très clairement, l'UDC de M. Bleurer, qui est la vieille extrême droite d'Outre-Amar et de la Suisse, qui là aussi, comme le Front National, ressurgit périodiquement dans l'histoire tranquille de la Confédération helvétique, si vous voulez, c'est véritablement, je dirais, focalisé sur une opération de com telle que assez similaire à celle qu'on a assistée cet été sur les Roms en France, tout simplement en termes de dérivatifs. L'UDC suisse à l'époque voulait éviter un débat de fond sur la réforme du système fédéral et de la formule helvétique. Alain Grèche, vous avez été interrompu, vous vouliez continuer? Non, je voulais dire simplement que quand on parle de culture et qu'on dit... il y a une manière de voir l'islam comme quelque chose de figé, c'est-à-dire quelque chose, il suffirait de lire le Coran pour savoir ce que l'islam va faire. Moi je donne toujours cet exemple à propos du droit de vote des femmes. En 1950, les femmes égyptiennes sont descendues dans la rue pour demander le droit de vote. Le moufti d'Al-Azhar, la grande mosquée sunnite, a dit c'est absolument contraire au Coran. Les femmes ont dit mais non, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, le moufti de Damas a dit que c'était le droit. Aujourd'hui, il n'y a plus un pays musulman, même plus l'Arabie Saoudite, qui dit qu'il faut interdire le droit de vote aux femmes. Donc, est-ce que... Et alors, moi je ne veux pas rentrer dans un débat de savoir est-ce que le Coran permet ou ne permet pas le droit de vote aux femmes. Je veux dire, je laisse les musulmans croyants étudier les textes. La simple chose que je constate, c'est qu'aujourd'hui, et c'est moi ce qui m'importe, c'est pas ce que dit le Coran, c'est effectivement la réalité. Et pour reprendre une formule que j'aimais d'Olivier Roy, qui disait le Coran dit ce que les musulmans disent qu'il dit. C'est-à-dire que, en fait, c'est un livre très beau pour ceux qui connaissent l'arabe, qui est très intéressant, etc. Mais on ne peut pas y trouver le moindre programme, ni politique, ni économique, ni social. Et il a été interprété, encore une fois, il a servi à légitimer, depuis la naissance de l'islam, les empires, des monarchies, des républiques.